Bonjour. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer dans le chat que vous me voyez, vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Parfait. Alors, je vais inviter Christophe à me rejoindre pour partager la présentation avec moi. Bonjour à tous. Bonjour Christophe. Bonjour Aurore et bonjour à tous. Vous allez bien? Ça va, impeccable. Parfait. On va attendre que tout le monde se connecte. Je crois que le nombre de participants est en train d'augmenter. On va patienter quelques secondes et on va pouvoir lancer notre présentation du jour. Parfait. La radio quelque part. Ouais. Apparemment, vous éblouissez Marlène. Qui ça? On a une personne qui est connectée qui s'appelle Marlène et qui dit que vous l'éblouissez. Oh Merci Marlène. Il y a trop de lumière peut-être. C'est ça qu'elle veut dire. Je pense qu'il doit y avoir vous avez une fenêtre sur la gauche peut-être. Ça doit faire reflet sur. J'ai un deuxième écran devant moi et il est fort. Ouais, je le recule. Allez, on va pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous, je suis Aurore Legendre, je suis responsable commercial réseau au sein de Direct Conseil IMO. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau Direct Hebdo. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Christophe Lator pour la présentation du sujet qui est donc comment lire et décrypter un plan d'un logement en VFA. Alors, je vais peut-être déjà dans un premier temps, Christophe, vous laisser vous présenter, nous parler un petit peu de votre expérience en immobilier neuf et de votre casquette, entre guillemets, de référent au sein de Direct Conseil IMO. Tout à fait. Bonjour à tout le monde, je suis Christophe Lator. Je fais un métier de conseil en gestion de patrimoine depuis bientôt 15 ans. Et avec bien sûr une appétence toute particulière sur l'immobilier neuf, bien sûr, la plupart du temps. L'idée, c'est que je me suis rapproché à la création de DCI il y a 5 ans, 6 ans, je ne sais plus, du coup, ça passe. Et on travaille avec DCI, bien sûr, sur l'immobilier neuf, et je suis référent avec DCI auprès de professionnels de l'immobilier qui souhaitent être accompagnés ou conseillés pour pouvoir apprendre à vendre du neuf, puisque très sincèrement, il y a une vraie méthode. C'est comme tout le reste d'ailleurs. Donc voilà, après... pour compléter ce que vous dites, ouais. alors, effectivement, le rôle du référent au sein de Direct Conseil IMO est donc d'être une personne qui maîtrise le sujet de l'immobilier neuf, qui a une expérience en la matière. Donc là, on a bien compris qu'effectivement, c'était votre cas. Et à la demande des personnes qui sont novices débutantes, vont pouvoir solliciter cet accompagnement dès lors que vous avez détecté un prospect, un client, pour se donner un maximum de chances, évidemment, d'arriver à une concrétisation, puisque Christophe et d'autres référents, puisqu'on en a sur l'ensemble du territoire, viennent pour justement faire l'entretien avec vos clients, donc vous montrer comment on fait, et aussi, comme je le disais, se donner un maximum de chances d'arriver à une concrétisation, puisque, comme Christophe le disait, l'immobilier neuf a un certain nombre de particularités, donc ça se vend pas de la même façon que l'immobilier ancien. Voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir compter sur une personne expérimentée. Parfait, très bien. Alors, Aurore a disparu.
On aura disparu. Attention à ceux qui n'ont pas coupé le micro. Je ne sais pas, on entend une radio. Est-ce que vous me revoyez? Ah oui, ça y est. Désolée, je ne sais pas, il y a eu un souci technique. On a eu un souci technique. Désolée. On est encore là, Aurore. Alors, attendez, hein. Je ne sais pas. On peut confirmer. Voilà. Alors, donc, je disais qu'on a sélectionné un programme sur Toulouse, qui est donc votre secteur. Le programme, c'est donc Violette des Faubourgs, et on va s'appuyer donc sur ce programme et sur un lot qu'on a sélectionné pour pouvoir appuyer la présentation d'aujourd'hui. Alors, quelques indications sur ce programme rapidement, parce qu'on va plutôt détailler la lecture du plan. Il faut savoir que ce programme, donc Violette des Faubourgs, comme je disais, se trouve sur Toulouse. C'est un programme qui est prévu en livraison fin 2023, donc cette année. Je rappelle que nous avons actuellement sur notre site plus de 3000 logements qui sont prévus en livraison cette année. Donc, je vous recommande fortement chacun et chacune de pouvoir aller voir sur vos secteurs ce qui se trouve en prévision de livraison en 2023 et surtout de bannir l'idée que les logements que vous avez en livraison cette année sont quelque part les rebuts, les logements invendables, les logements qui sont rez-de-chaussée, côté nord, etc. C'est loin d'être le cas. On va vous en montrer notamment un ce matin par rapport à ce que j'ai sélectionné sur Violette des Faubourgs. Donc, je vous recommande d'aller regarder effectivement ce qui peut se trouver en année 2023 en livraison, puisque c'est des lots qui peuvent parfaitement répondre à des besoins de résidence principale des clients que vous pouvez rencontrer, mais pas que, hein, aussi sur de l'investissement, avec du coup un argument sur souvent l'objection qui revient sur l'immobilier neuf, c'est qu'il faut attendre longtemps avant de pouvoir s'installer ou de pouvoir bénéficier des loyers dans le cadre d'un investissement locatif. Donc, il y a pas mal de lots, 3000, je le rappelle. Je pense que dans le contexte actuel, où il est de plus en plus compliqué de rentrer des mandats dans l'ancien, c'est une réponse très concrète que vous pouvez amener à des clients que vous rencontrez au quotidien. Voilà, ça, c'était la petite parenthèse du coup sur les livraisons 2023. Donc, sur le programme qu'on a sélectionné, donc, comme je le disais, il se trouve donc sur Toulouse, proche du quartier des Minimes, qui apparemment est un quartier recherché sur la ville de Toulouse. On se trouve à environ 500 mètres du métro ligne B, pour ceux qui sont du secteur, à proximité des lignes de bus, donc on a des commodités de transport à proximité. L'atout de cette résidence, c'est qu'on est sur une petite résidence, puisqu'il y a 28 logements qui sont prévus, qui vont du T2 au T5. Il y a un jardin commun qui est prévu également au sein de la résidence, avec une aire de jeu pour les enfants et un local à vélo, puisque bien évidemment, très rapidement, nous serons tous amenés à nous déplacer en vélo. Donc, il est important de prévoir le local à vélo pour pouvoir les stationner. Sur cette résidence, il reste actuellement une dizaine de lots à la vente, avec chacun parking inclus. Et à partir du T3, on a même 2 places de stationnement qui sont prévues. Voilà. Donc là, c'est pour situer un petit peu sur quel programme on va vous faire la présentation. Donc, je vous recommande de pouvoir aller effectivement jeter un coup d'œil sur le site, sur ce programme-là, mais également sur tous les autres, et notamment peut-être faire un zoom sur les logements qui sont livrés en 2023, comme je le disais tout à l'heure. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, qui est donc quelles sont les informations importantes que l'on va pouvoir trouver sur le plan d'un logement. Alors, je vais partager à l'écran le lot en question. Alors, attendez, si vous me donnez 2 petites secondes, parce que comme j'ai eu une coupure Internet. J'en profite du coup, Aurore, pour voilà, prendre juste la parole une minute. Juste pour vous faire partager le côté expérience sur la méthode, je voudrais juste dire, avant qu'on se lance dans le plan, que quand on arrive à ce niveau-là, la plupart du temps, la vente est faite à 99%. Voilà. L'idée, c'est qu'avant d'en arriver au plan, on a tout validé avec nos clients.
le côté géographique, bien sûr, le côté financier surtout. En général, quand on arrive au plan, il n'y a plus de stress. Voilà. On sait qu'on a vendu aux clients. Peut-être que l'appartement ne leur plaira pas, mais on leur en présentera un autre. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que quand on arrive à ce niveau-là, la vente est déjà faite à 99%. Donc voilà, je voulais juste faire un aparté par rapport à ça. Et moi, j'ai l'habitude de dire aux clients, avant d'arriver au plan, qu'il faut s'imaginer qu'on est, par exemple, dans un hélicoptère, on arrive au-dessus de Toulouse, on regarde le quartier, on se rapproche, on regarde la résidence. Et plus on va se rapprocher, on va atterrir et on va rentrer dans l'appartement, en fait, pour que les clients s'imaginent. On va voir où l'appartement, on va en reparler peut-être Aurore, mais on va passer au-dessus de la résidence, on va voir où l'appartement se situe dans la résidence. Et une fois qu'on a vu ça, on atterrit, on va rentrer dans l'appartement. C'est un peu l'image que je donne aux clients pour parler du plan. Vous faites bien de le préciser. Il y avait vraiment, alors ça fait écho à ce qu'on a dit la semaine dernière sur un autre direct hebdo où on avait un partenaire qui était présent, un partenaire promoteur, où il y a vraiment un système d'entonnoir. On parle de la ville, du quartier, de la résidence et in fine pour le logement. Donc il faut vraiment se schématiser effectivement cet entonnoir-là qui part du plus large au plus précis, qui est donc évidemment le logement en question. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez bien le plan à l'écran, Christophe? Yes. Super. Alors, donc, comme je le disais, on a sélectionné ce logement-là. Alors, on va faire une sorte d'interview. Donc, je vais vous poser des questions, Christophe, et vous allez pouvoir, par votre expérience, du coup, m'apporter les réponses. Alors, on est donc ici sur le plan du logement qu'on est censé présenter à nos clients. Est-ce que vous pouvez nous indiquer justement par rapport à l'implantation du logement au sein de la résidence, quelles sont les informations, où je vais pouvoir les trouver et comment je vais pouvoir effectivement pointer les avantages, les inconvénients en fonction de l'emplacement du logement au sein de la résidence et de l'étage. Est-ce qu'il peut y avoir des nuisances par rapport aux mitoyennetés? Quelles vont être les vues quelle va être la vue des futurs propriétaires, comment je vois s'ils donnent côté court ou côté parking, donc plutôt côté calme ou côté nuisance. Donc déjà, dans un premier temps, comment je vois à quel endroit est implanté le logement au sein de la résidence. Alors, vous voyez, en fait, sur le plan, on a en gros plan, bien sûr, le plan de l'appartement lui-même. Et à côté, à droite, à côté de la rosace nord, en fait, on a l'implantation de l'appartement. Alors, à l'écran, on distingue deux couleurs, une couleur violette et une foncée et une couleur violette plutôt claire. D'accord, le côté couleur violette foncé, pardon, c'est l'appartement. Vous voyez que vous avez le plan à côté, ça correspond. Et le côté violet plutôt rose, c'est le plan du jardin. Vous voyez, on peut s'apercevoir déjà qu'il y a un grand jardin. Ok. On voit la rosace du coup qui est au-dessus du petit plan et en dessous du grand plan. On peut s'apercevoir que le côté vie, le côté terrasse, le côté jardin est au sud, en fait. Ce qui, la plupart du temps, est quand même un avantage, bien que de plus en plus, il ne faut pas se fermer sur le nord, parce qu'avec les chaleurs qu'il fait, les gens sont beaucoup moins fermés sur le nord. En fait. Mais ça reste quand même toujours un avantage d'être au sud, ça c'est une certitude. Donc on a le plan en violet foncé, le jardin en violet clair, et on voit que sur la résidence, on peut apercevoir des petits arbres, en fait, et des petits carrés. Donc là, on voit que l'appartement, la terrasse et les jardins sont tournés vers le côté paysager de la résidence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de passage, il n'y a pas de garage, etc., etc. Donc là aussi, c'est plutôt un avantage. Le seul inconvénient sur lequel on pourrait éventuellement réagir, c'est que il peut y avoir quelques jeux dans la journée d'enfants et que ça soit un peu bruyant, mais là, je pense que l'avantage le remporte quand même énormément sur ce petit inconvénient. Évidemment, c'est un appartement qui est au rez-de-chaussée. Je ne l'ai pas précisé, mais s'il y a un jardin, je pense que tout le monde l'avait compris.
Est-ce que ça répond à votre question, du coup, Oui, alors Sharon? évidemment, donc vous faites bien de le préciser, mais on le voit également en haut du plan ici, on voit bien qu'on est sur un niveau rez-de-chaussée. Alors on le comprend par rapport au jardin, mais c'est toujours bien d'avoir quand même la Tout à fait. confirmation par les éléments qu'on peut lire sur le plan. Donc on comprend bien que premier élément, c'est ici donc le plan de repérage qui permet de voir par rapport au niveau où se trouve l'implantation du logement. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être, on comprend ici à côté qu'il y a donc un autre logement, donc une mitoyenneté Oui, qui est tout à fait. prévue. Comment vous allez le présenter, vous, cette mitoyenneté? En fait, c'est un petit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est un petit lotissement de 28 appartements. Il y a une mitoyenneté, mais comme on peut le voir, elle est surtout sur le côté chambre et salle de bain, en fait, hein, la mitoyenneté. Et également de l'autre côté, pour avoir vu le plan de l'autre. Et il y a aussi une mitoyenneté par rapport au jardin, mais il y a des petits murets, par exemple, qui sont prévus. Tout autour d'ailleurs du jardin, des petits murets avec des bosquets. Donc c'est pas une mitoyenneté gênante en fait. Hein. Au niveau du bruit, évidemment, on est sur des constructions qui sont en RT 2012. Hein. Donc je vous rappelle, une des conditions RT 2012, c'est l'isolation phonique. Hein. C'est-à-dire que sur ce genre de construction, en aucun cas, sauf s'ils font un feu d'artifice dans l'appartement, mais en aucun cas, il y a des gênes au niveau du bruit sur des murs qui pourraient se toucher hein, en RT 2012. Ça, on en est sûr. Donc, c'est pas vraiment une gêne. Après, on n'est pas sur une villa, hein, on est sur un appartement, donc forcément, même si c'est un petit ensemble, voilà, on reste en copro, donc on sait qu'il y a des mitoyennetés. Hein. Parfait. Alors, information suivante sur l'agencement du logement lui-même. Comment on va pouvoir voir l'organisation des pièces, comment je trouve la superficie en mètres carrés, est-ce que j'ai des indications sur la largeur des pièces, et puis peut-être de façon plus générale, à partir de quelle superficie je vais pouvoir parler d'une grande chambre, est-ce que c'est le cas ici sur le logement qu'on a sélectionné, est-ce qu'une cuisine ouverte, comme c'est le cas ici, est plutôt un atout pour optimiser l'espace. La situation de l'espace nuit est-elle vraiment optimale? L'accès aux pièces d'eau, notamment aux toilettes, comment se fait-il pour les invités? Et comment sont représentés tout ce qui est ouvrant, notamment tout ce qui est fenêtres, porte-fenêtres, baies vitrées, comment je vois effectivement les ouvrants qui sont prévus. Donc voilà, un peu plus de détails sur l'agencement du logement lui-même. Oui, tout à fait. Donc, ce qu'on peut s'apercevoir sur le côté droit, hein, au-dessus du plan de repérage, on a des éléments déjà hein, de mètres carrés, avec le séjour qui fait 25 mètres carrés, 2 chambres, 13 mètres 38, 12 mètres 59, etc. Là, vous avez déjà un métrage. Ensuite, moi, ce que je vous propose de faire, c'est de rentrer dans l'appartement par la porte d'entrée. Vous voyez en haut la grosse flèche noire. Hein. Donc là, on est bien sur une entrée avec une porte, d'accord, où on rentre effectivement dans un séjour hein, qui, ma foi, est quand même assez grand pour un T3. Avec 25 mètres carrés de séjour, c'est plutôt pas mal. Et une cuisine ouverte. Alors, la cuisine ouverte, c'est vrai que c'est très recherché aujourd'hui. Hein. Ça donne plus d'espace sur un appartement qui fait 60 mètres. 36, vous l'avez vu. Donc, effectivement, si cette pièce était partagée en deux, ça serait quand même beaucoup moins sexy. Mais aujourd'hui, les gens aiment les cuisines ouvertes, donc il faut s'adapter quand même à ce que les clients aiment. Alors, vous voyez sur les pointillés dans le séjour que on a simulé des emplacements traditionnels, entre guillemets, d'une table avec 4 chaises, d'un canapé à droite, tout à fait à droite de l'appartement, et d'une table de salon. Mais on peut voir aussi que on a prévu l'emplacement du four, on a prévu l'emplacement de la plaque électrique et éventuellement même d'un lave-vaisselle. Okay, donc vraiment, on peut même si c'est un plan, on peut se visionner dans l'appartement, on peut se projeter dans l'appartement. Les agents immobiliers, ils aiment bien ça, projeter. On peut se projeter dans l'appartement. Au niveau du salon, si on passe la porte supplémentaire, on a des toilettes qui sont détachées de la salle de bain et des chambres. Donc, on n'est pas obligé de traverser, par exemple, une chambre ou la salle de bain pour accéder aux toilettes. Alors, c'est plus, quand on a des invités, hein, c'est quand même très pratique. On a une salle de bain à côté et on a 2 chambres. Donc, les 2 chambres, hein, pareil, on a positionné des lits. Hein.
Donc, on peut s'apercevoir quand même que les chambres sont assez grandes, hein. Moi, j'estime qu'au-dessus de 10 mètres carrés, on est quand même sur des chambres qui sont assez grandes, hein. Là, on est à plus de 13 mètres carrés, 12 mètres 59. Donc, on est quand même sur 2 grandes chambres au niveau qui sont plutôt sympas, puisqu'on voit qu'elles sont ouvertes en fait sur le jardin, hein. Donc, ça, c'est très sympa, hein, quand on se réveille le matin. Et que on peut alors en plus c'est des portes-fenêtres, donc c'est très sympa. Au réveil, on peut sortir dans le jardin, rejoindre la terrasse directement par la chambre pour aller boire le café par exemple. Donc ça c'est plutôt sympa, surtout quand c'est au sud. On peut visualiser les placards aussi, hein, qui seront faits. Donc c'est les grands rectangles avec les croix. Donc on peut voir aussi qu'ils peuvent être déjà d'une taille qui est plutôt sympa. Donc c'est un appartement qui est quand même très sympa à vivre, hein. On peut sortir sur la terrasse via le séjour. Alors vous voyez que sur le séjour, on a aussi une grande baie vitrée de 3 pendants qui s'ouvrent en 2, hein, sur 2 pendants. Je ne sais pas si vous visualisez, hein, les portes-fenêtres. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier, Aurore? Je pense qu'on La est pas largeur mal, des hein. pièces, Ah, la largeur des pièces, on ouais, voit vous voyez. ici. Ouais, vous voyez qu'on a des flèches en fait, hein. Par exemple, le séjour, juste devant les 2 carrés qui visualisent un canapé, je pense, hein, on a la largeur des pièces qui est de 4,38 m, hein. Donc là, par exemple, c'est important ce côté-là, puisque on peut se faire plaisir avec un grand canapé, par exemple. Alors après, on a la même chose dans la chambre 2, par exemple, où vous avez 3,09 de largeur. Là aussi, on peut s'imaginer d'installer un king size, par exemple, hein, pour se projeter un peu plus au niveau des pièces. Donc, on voit effectivement qu'on a quand même pas mal d'indications sur ce plan, que ce soit sur des implantations hypothétiques au niveau des meubles. Comme vous le disiez tout à l'heure, vous parliez des emplacements du four, des plaques, du lave-vaisselle. Du lave-linge aussi, dans la salle de bain. Du lave-linge, ouais. Effectivement, ici. On comprend bien aussi pourquoi c'est schématisé, puisqu'il va y avoir tout ce qui est attente électrique, évacuation, arrivée d'eau, qui sont prévus aussi sur ces emplacements-là. C'est bien ça, Christophe ? Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. Ouais, ça veut dire que les branchements, par exemple, pour le lave-vaisselle seront intégrés dans l'appartement. C'est-à-dire qu'on arrive avec le lave-vaisselle, on le branche au niveau de l'évacuation d'eau et de la prise d'eau. Ok. C'est prévu. Ok. Information suivante, donc on a déjà parlé pas mal des espaces extérieurs. Comment on va justement pouvoir les présenter? Quels sont les atouts que cela représente? Et comment vous allez pouvoir le valoriser si vous êtes face plutôt à une personne qui souhaite accéder pour acheter pour y vivre ou pour le louer? Est-ce que vous allez amener des arguments différents? Alors les arguments différents, forcément ils sont un peu différents, bien que l'argument reste le même, hein. Être dans quasiment Toulouse Centre, avec un jardin qui fait plus de 80 mètres carrés, c'est quand même un argument assez extraordinaire, hein. Je vous confirme que c'est plutôt rare, en fait, hein, et ça va l'être de plus en plus, hein. La pression en mètre carré à Toulouse est quand même importante. Donc là, avoir un appartement, si c'est pour y vivre, on va pouvoir profiter du jardin, évidemment, de 80 mètres carrés en plus, qui n'est pas rien, quasiment au centre de Toulouse. Si c'est pour louer, évidemment qu'un appartement comme ça, avec des grandes pièces plus un grand jardin, on va le louer 100 fois quand il faudra passer l'annonce, hein, puisque ça va être évidemment très recherché. Okay. Donc il sous-louera très bien. Et je pense qu'en plus sur cette typologie de produits, on aura des locataires qui vont pas être trop une location qui sera pas trop alternative, hein. C'est le genre de bien où les gens restent quand même pas mal de temps. Au niveau des extérieurs, on précise qu'il y a 2 types d'extérieurs qui sont représentés, la partie terrasse et la partie jardin. Donc évidemment, on voit bien que sur la partie accès par le séjour, on va avoir donc une terrasse qui sera prévue et ensuite l'accès sur le jardin. Donc ça veut dire que sans ces bancs, on doit pouvoir mettre ici une table d'extérieur avec des chaises. Voilà. Vous confirmez ? Oui, c'est ça. Okay. C'est tout à fait ça. C'est une terrasse, là, en l'occurrence, pour avoir été fouillé un peu. C'est une terrasse qui va être dont le sol sera en bois, en fait, hein. Donc, c'est une terrasse dont le sol sera en bois traité, bien sûr. Du coup, on va pouvoir largement y installer une terrasse, un petit barbecue ou des choses comme ça. Ouais, tout à fait.
Ok. Alors, information suivante sur l'orientation du logement. Alors, on l'a dit déjà un petit peu tout à l'heure, mais où on va pouvoir voir cette information? Quels sont les arguments que l'on va pouvoir retirer de cette information en termes d'orientation en matière de luminosité? Quels peuvent être les avantages et les inconvénients d'une orientation sud, ce qui est le cas ici, mais également on pourrait se trouver sur un logement côté nord? Et bien évidemment, vous l'avez déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, par rapport à la chaleur, notamment sur les régions du sud. Oui, tout à fait. Non, mais c'est tout à fait ça, hein. Là, c'est bien sûr idéal puisqu'on est orienté sud, hein, au niveau du salon, de la terrasse, du jardin aussi, hein, bon. Mais aussi des chambres, hein. Ça veut dire que toutes les pièces de cet appartement vont être très lumineuses, hein, quoi qu'il arrive, hein, on est plein sud. Donc ça, c'est plutôt un avantage. L'inconvénient, forcément, c'est que si on connaît des grosses chaleurs comme on a eu un peu cet été, ça peut être un inconvénient, sachant que, encore une fois, je vais évoquer les RT 2012 au niveau de la fabrication, hein. Une fois que en plein soleil, on fermera tout ce qui est rideau, l'appartement sera quand même très bien isolé. Donc, c'est quand même plus un avantage d'être plein sud qu'un inconvénient, hein, évidemment. On parlait tout à l'heure, effectivement, vous parliez de pouvoir fermer. On voit ici par cette indication VRE, si on se reporte, qu'on est sur du volet roulant électrique. Donc, bien évidemment, on peut fermer, comme vous disiez, au moment des grosses chaleurs pour pouvoir garder la fraîcheur à l'intérieur du logement. Donc, on comprend bien qu'évidemment, une orientation sud va apporter un maximum de lumière, de luminosité. Si on se trouvait sur un appartement côté nord, comment on pourrait le valoriser si c'était la même chose, mais de l'autre côté? Quels avantages, quels atouts on pourrait présenter? Alors, les atouts qu'on pourrait présenter, hein, on le retourne un peu dans l'autre sens, évidemment, en disant que lors de grandes chaleurs l'été, on ne souffrira pas de ces chaleurs-là et qu'on pourra peut-être profiter un petit peu plus du jardin et des espaces extérieurs, hein. Tout simplement, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il y a encore quelques années, le Nord, pas grand monde en voulait. C'était parfois et souvent les derniers lots qu'on trouvait dans les résidences. Or, c'est plus le cas, hein. Aujourd'hui, les gens sont plus réfractaires du tout sur le Nord pour cette raison-là, hein, parce que y a des grandes chaleurs. Pour l'hiver, c'est un demi-souci aussi, puisque, encore une fois, ces appartements neufs sont tellement bien isolés que le chauffer coûte beaucoup moins cher. Et il y a quelque temps, on disait 2 fois moins cher. Aujourd'hui, c'est 3 fois moins cher, hein, vu le prix de l'énergie. C'est vraiment ça, hein, sur un appartement comme ça qui aurait une cinquantaine d'années sur Toulouse, au plein nord, coûterait environ 300 €, 350 € d'EDF, entre guillemets. Là, on est plutôt péniblement à 100 €, même tourné au nord, hein. Donc ça, c'est un avantage. L'avantage du neuf, sur le nord, on peut l'argumenter peut-être encore un petit peu plus, entre guillemets. Donc l'avantage de l'hiver, puisque c'est très bien isolé, donc le nord ne nous gêne pas trop. Et bien sûr, l'été, on ne souffre pas des chaleurs, malgré tout au nord. Quand il fait très chaud, c'est là où on est mieux, hein. On peut aussi peut-être compléter par rapport à ce que vous dites, qu'effectivement, si on est face à une personne qui achète pour y vivre, c'est un argument de poids, comme on dit, par rapport à la flambée des prix de l'énergie, de l'inflation, etc. Mais également par rapport à un locataire qui pourrait justifier le départ d'un logement par rapport justement au coût de l'énergie au-delà du loyer qui lui incombe. Là, on est sur des logements où effectivement un locataire va certes avoir son loyer, comme tout locataire, mais elle va avoir une meilleure maîtrise de ses charges par rapport à la qualité de la construction. Tout à fait. Donc moins de turnover, en tout cas pour cette raison-là. Oui, tout à fait. Et un avantage au niveau de la location sur le fait que payer 150 € en moins pour la même surface et peut-être pour le même loyer, c'est quand même un argument de taille, hein. Aujourd'hui, économiquement, je pense que les gens le regardent beaucoup plus. Ok. Alors, on a parlé tout à l'heure des espaces de rangement. Donc, effectivement, on voit ici que sur chacune des chambres, on a des placards qui sont prévus. Comment, justement, vous allez pouvoir les présenter? Comment vous allez les transformer en argument? Bon, là, c'est assez facile. On comprend ici qu'on est sur un placard également par rapport à l'entrée. Donc, au niveau des rangements, on a des rangements en tout cas prévu, l'espace prévu dans chaque chambre, plus un rangement ici, un grand placard d'entrée pour tout ce qui est veste, chaussures, etc.
Oui, oui, après, on peut le voir, hein, par exemple, le plan qu'on a dans les chambres, hein, on peut s'apercevoir de la taille, en fait, des armoires qui est au moins aussi large, entre guillemets, que les lits. Donc, on peut facilement deviner, entre guillemets, que ce sont des grosses armoires, hein, au niveau du rangement. Ok. Donc là, pareil, un argument, un atout, puisqu'il y a au-delà des meubles classiques du lit, de la table de séjour, etc., qui se sont schématisés, on a la place pour avoir des rangements et donc d'avoir un logement qui est optimisé en ce sens. Tout à fait. Ok, alors je pense qu'on a fait pas mal le tour du plan. Est-ce que vous, par votre expérience, vous avez d'autres astuces à nous donner justement pour donner vie à la présentation du plan d'un logement en VFA? Alors, pour donner vie, quand on en est là, forcément, on implique les clients. C'est-à-dire que là, nous, on a beaucoup parlé. L'idée, quand on a présenté le plan, c'est de leur poser peut-être la question, pas forcément ce que vous pensez du plan, mais comment est-ce que vous imaginez vivre dans cet appartement? Et d'après vous, quels sont les atouts, en fait? Qu'est-ce qui vous a plu le plus dans cet appartement? Et est-ce que vous vous projetez dans un appartement comme ça? Et quels sont les arguments phares que vous avez retenus? Donc, du positif, hein, bien sûr, les questions sont un peu orientées, mais c'est un peu l'idée. Et parfois, on s'aperçoit que les clients nous donnent des arguments auxquels nous, on n'a même pas pensé, en fait, hein, tout simplement. Hein. Autre que le quartier, etc., hein, de l'appartement. Alors, l'idée, c'est de les faire parler et qu'ils nous disent, ah ben oui, là, on va mettre notre jardin de salon, enfin, on va pouvoir l'installer. Dans le jardin, on va mettre une petite balançoire pour les enfants, il y a largement la place, etc. Bon, quand on en est là, j'ai envie de vous dire que c'est un peu gagné, quoi. Oui. Bon, si c'est pour y habiter, après, au niveau de l'invest, forcément, ils vont être plutôt fiers d'avoir un appartement comme ça à proposer à la location, hein, effectivement. Bon, la plupart du temps, on leur propose l'aide de professionnels, hein, pour gérer la location, forcément. Mais là, on leur dira que le gestionnaire n'aura aucun mal à louer le bien. Et on leur demande leur avis, hein, par rapport à si eux, ils étaient locataires. Si, du coup, on les met aussi un peu dedans. Il y a le côté financier, bien sûr, qui les intéresse au maximum, hein, pour l'invest, mais quand même, il faut être sûr de bien pouvoir le louer. Et l'argument, c'est que d'avoir un jardin dans Toulouse, au niveau de la revente plus tard, ça sera quand même un drôle d'argument et peut-être même de plus-value, hein, tout simplement, puisque je pense que la pression au mètre carré à Toulouse ne va pas s'arranger et que dans 15 ou 20 ans, quand notre investisseur va revendre l'appartement, les jardins seront plus que rares, je pense. Oui, donc on est vraiment dans une implication au moment de l'achat, mais également une valorisation à moyen long terme. Il faut aussi pouvoir projeter l'acquéreur, quel que soit son projet, hein, que ce soit en résidence principale ou en investissement, sur le futur et le devenir de la valorisation de cette proposition. Bien sûr. Très bien. Dernier point, donc là on a évidemment fait un gros focus sur le plan du logement. Je rappelle que sur notre site, vous allez pouvoir trouver d'autres documents qui vont venir compléter la présentation, notamment la plaquette commerciale, le plan de masse, la notice descriptive, puisqu'on n'a pas fait de détails, mais la notice descriptive va vous donner des informations sur tout ce qui est matériaux prévus, notamment est-ce que c'est du parquet dans les chambres, est-ce que c'est du carrelage, toutes ces informations-là et toutes ces questions-là que vous pouvez avoir et que vous allez avoir dans tous les cas lors de la présentation se trouvent dans la notice descriptive. Le plan de masse et le plan général de la résidence de façon aérienne, un peu comme le plan de repérage, mais de façon plus élargie, et la plaquette commerciale et le document sur lequel vous allez avoir pas mal d'informations, que ce soit sur la ville, le quartier, la résidence en elle-même, les prestations, voilà, qui reste le document commercial, comme son nom l'indique, par excellence. Parfait, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Je ne sais pas s'il y a des questions, je n'ai pas vu. Oui, pas mal de questions. D'accord, alors, allez, on va essayer d'y répondre. Comment reconnaître la porte-fenêtre de la fenêtre sur le plan?
Donc, c'est pas au niveau des ouvrants. On se rend compte sur le plan qu'effectivement, on n'a pas les mêmes. C'est pas schématisé de la même façon quand on est sur une fenêtre ou une porte-fenêtre. Comment on le reconnaît, Christophe? Alors, effectivement, là, on voit que tout s'ouvre de l'intérieur, hein, de toute façon, ça, on le voit. Mais effectivement, les fenêtres, on les verra beaucoup plus petites que les portes ouvrantes, en fait. Hein. Donc là, il y a que des portes-fenêtres, en fait. Hein. Même dans la chambre 2, il y a deux portes-fenêtres. Donc, on n'a pas de fenêtre à proprement dit pour comparer. Du coup, c'est dommage. Mais alors après, on voit aussi qu'il y a une grosse baie vitrée, hein, même si elle s'ouvre sur deux pendants. Il y a quand même une troisième partie qui est vitrée au niveau de la terrasse. Mais effectivement, là, on ne voit pas forcément pour comparer, mais vous verrez tout de suite la comparaison hein, si vous avez un plan sous les yeux. Ok, on avait des questions par rapport à des emplacements qui sont pas schématisés apparemment sur le plan, sur des gaines techniques. Donc après ça, il faut reprendre le plan. Je sais pas, attendez, je vais essayer de le remettre à l'écran. J'en profite du coup. Quelle est la réponse du professionnel face au scepticisme de la VFA en fait? J'ai une question, je la vois, du coup je vais en profiter pour y répondre. Bah, pourquoi être sceptique par rapport à de la VFA? Alors, ce qu'il faut, donc la VFA, c'est du neuf. Hein. Donc, les arguments du neuf, on ne va pas y revenir, mais l'inconvénient principal, c'est que on est sur quelque chose où il y a pas mal de garanties, donc des décennales sur la construction du gros. Hein, donc, tout est garanti 10 ans. Si avant 10 ans, il y a des fissures, il y a des fissures importantes sur les murs, etc. Bon, il y a des garanties du constructeur. Il y a des garanties biennales. Donc, on parlait tout à l'heure des volets roulants électriques. Par exemple, ce genre de choses, des garanties pendant 2 ans. Donc, il y a des garanties qui sont quand même importantes sur la VFA. La VFA est un système, c'est le système qui protège le plus les acheteurs, en fait, hein, pour plusieurs raisons. Hein. Quand on signe une VFA et que on peut aller signer l'acte définitif pour être propriétaire définitivement, même si c'est 1 an avant la livraison, par exemple, c'est très sécurisé, hein, puisque le notaire ne signera pas d'acte s'il n'y a pas de grosse garantie, notamment une garantie financière qui dit tout simplement que si le promoteur a des manquements et ne peut pas finir la résidence, il y a une garantie financière qui est donnée par une banque ou une grosse compagnie d'assurance qui vous atteste que les travaux seront finis grâce à cette garantie. Donc, si vous voulez, au niveau de la VFA, l'acheteur est très protégé. Hein. C'est vraiment le système qui protège le plus les acheteurs aujourd'hui. Après, il y a les avantages du neuf au niveau financier, donc très peu de frais de notaire hein, par rapport à l'ancien, évidemment. Pour les gens qui achètent pour résidence principale, on peut accéder à des prêts à taux zéro. Hein. Donc, il y a quand même des avantages par rapport à la VFA. J'espère que j'ai bien répondu au sens de votre question. Avantage, Christophe, qu'on peut d'autant plus justifier dans le contexte économique et financier qu'on traverse depuis quelques mois. Il faut bien mettre aussi en regard ces avantages-là par rapport peut-être à des difficultés de financement que certains prospects peuvent rencontrer dans l'ancien, parce que, comme vous le disiez, il y a des frais de notaire qui sont plus élevés, parce que dans l'ancien, on n'a pas les mêmes accès aux prêts à taux zéro. Il y a quand même un certain nombre d'avantages qui sont vraiment spécifiques à l'immobilier neuf et qui sont des réponses concrètes, encore une fois, au contexte économique, financier qu'on rencontre. Vous parliez tout à l'heure de la question de l'énergie, des factures d'électricité. Il faut savoir qu'à partir d'aujourd'hui, les factures d'électricité de tout le monde prennent 15%. Donc, on est vraiment dans un contexte où chacun regarde effectivement la meilleure solution pour maîtriser ses coûts liés effectivement à son habitation, et tout ce qui est autour de l'habitation, parce que souvent on parle du loyer, du prêt, mais derrière il y a effectivement les factures d'énergie, il y a les charges de copropriété quand on achète effectivement dans une résidence comme c'est le cas ici en copropriété. Il y a tout un amas, en fait, j'ai envie de dire, de frais qui font qu'on n'est pas simplement face à un loyer ou à un prêt. Et ça, dans le contexte d'aujourd'hui, je pense que ce sont des arguments qui sont parfaitement entendables
par vos prospects et vos clients et qui sont facilement argumentables de votre côté pour justement valoriser cette proposition. Alors, je ne dis pas qu'il faut dévaloriser des propositions que vous pourriez avoir dans l'ancien, puisque chacun a ses avantages et ses inconvénients, mais en tout cas, pour le neuf, on est vraiment sur des atouts, sur des avantages qui sont concrets et qui répondent parfaitement à des problématiques qu'on rencontre tous et toutes actuellement à différents niveaux, comme je le disais, économiques, financiers, etc. etc. Et moi, je vais rajouter juste un petit détail. Quand on fait un investissement ou un achat pour résidence principale, hein, le problème est le même. On sait qu'on va être livré, par exemple, 1 an plus tard. Donc, on met en place ce qu'on appelle un différé au niveau du crédit. C'est-à-dire qu'évidemment, le crédit ne commence pas tout de suite. Si on est livré dans 1 an, mettons un différé au niveau du crédit. Le crédit commence bien plus tard. Alors, moi, dans l'idée, même surtout pour les investisseurs, j'ai envie de dire, je mets souvent des différés au maximum dans les banques, qui sont souvent peut-être encore 36 mois, mais souvent 24 mois. Même si lorsque le client est livré, par exemple à 12 mois, je lui propose de rester sur l'amortissement encore l'année qui suit. Pourquoi ? Parce qu'en attendant, il va commencer à récupérer et le gain fiscal, s'il y a une Pinel dessus, évidemment, par exemple, et récupérer le loyer, ce qui va lui faire d'avoir un petit peu d'avance au niveau de la trésorerie. Et ça, c'est toujours plus sympa. C'est un mécanisme qui est possible de faire, peut-être pas 1 an, mais quelques mois. Pour quelqu'un qui va habiter du neuf, ça va lui donner aussi un peu de trésor pour pouvoir s'installer les premiers mois, vu que le crédit n'a pas encore commencé. Donc ça, c'est un outil qui est intéressant aussi. Ok. Je vais revenir du coup, on nous questionnait sur cet emplacement-là. Est-ce que vous pensez effectivement que c'est des gaines techniques ? Parce qu'il n'y a pas d'accès, on voit que tout est cloisonné, mais ça fait partie de la partie privative de l'appartement. Ouais, c'est forcément des gaines techniques. Par rapport aux évacuations et aux arrivées. Ouais, tout à fait. Et juste derrière la porte d'entrée, c'est tout ce qui est électrique. Tableau électrique. Tableau électrique. Et là, on voit c'est la chaudière qui est c'est la chaudière. ici. Ouais, tout à fait. On a une question, comment sait-on s'il y a une VMC ? Donc, dans les normes de construction RT 2012, elle est obligatoire de toute façon, donc il y a forcément une VMC. Effectivement, comme je le disais, là on a fait un focus sur le plan du lot, mais dans la notice descriptive, vous trouvez tout le descriptif, d'ailleurs des parties communes et des parties privatives. Donc c'est vraiment un document qui donne beaucoup de renseignements sur les matériaux, sur les prestations qui sont prévues au sein de la copropriété, mais également au sein de la partie privative. Possibilité de mettre une climatisation. Si le syndic de copro n'y met pas de veto, il y a zéro souci. Bon. C'est bien quand on pose des questions comme ça, c'est qu'on s'est projeté déjà dans l'appartement. On a une question, quelle fréquence l'acquéreur paye ? Quelle fréquence, c'est-à-dire je ne comprends pas votre question, Fanny. Ah, on a Philippe qui achète. Ben, écoutez, pas de souci. J'allais vous poser la question, combien y a-t-il d'acheteurs ? Bon, il n'y en a qu'un, mais on en trouvera d'autres aussi. On en trouvera d'autres, voilà, il n'y a pas de souci. Je pense que dans le stock, on a ce qu'il faut. On est partant, il n'y a pas de problème. On nous demandait également de montrer un plan avec la différence, pour voir la différence avec une porte-fenêtre et une fenêtre. Il faudrait que j'ouvre le site. Comme j'ai eu un coupure Internet, est-ce que vous savez, Christophe, comment on voit la différence entre une fenêtre et une porte-fenêtre ? Alors, il faudrait que j'ai un plan. C'est vrai que là, tout de suite, j'essaye alors, si je vais répondre à votre question, en fait. Maintenant, je me visualise une fenêtre. Vous voyez sur le plan en fait qu'on a, nous, de l'appartement. Si on prend, par exemple, dans la chambre 1, on a le plan de la porte-fenêtre qui est ouverte en totalité, c'est-à-dire on a un vide blanc. Quand vous rentrez dedans, on a un vide blanc qui est assez épais, en fait. En cas de fenêtre, on n'a pas ce vide blanc, en fait. On n'a que le petit vide blanc qui est devant. Attendez, je vais le remettre, ça sera plus parlant. Hop. Ouais. Ah ben oui, c'est vrai. Le plan, hop, il est là. Alors, vous parliez du vide blanc. Donc, vous êtes dans quelle chambre ? La 1 ou la 2 ? Là, par exemple, la 1, n'importe, après, c'est toutes les mêmes. Vous voyez, le gros vide blanc, là, voilà, le gros vide blanc, vous avez la flèche, là, en fait. Voilà, ça veut dire que c'est ouvert sur l'extérieur. S'il y a une fenêtre, ce vide blanc n'existe pas, il n'y a que le deuxième petit vide
en fait, au-dessus qui existe, en fait. Ok, Voilà. donc oui, on voit. Ça, c'est la différence. Ok, parfait. Hop, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Avant la livraison, combien de pourcentage acquéreur paye? Alors, au niveau du financement pour une VFA, pour essayer de vous expliquer clairement, le premier acte qui fait que le client est propriétaire, c'est l'acte justement qui est signé chez le notaire. Donc là, on est d'accord que le client est propriétaire, d'accord? On a mis un différé, on a mis un différé de paiement au niveau du crédit, ce qui fait que c'est le notaire qui va faire les déblocages de fonds successivement par rapport aux tranches de travaux, d'accord? C'est-à-dire que le client, lui, à part payer l'assurance et une partie des intérêts, son crédit ne commencera que quand sa période de différé est terminée, d'accord? Alors pour un appartement qui vaut 300 000 €, on va faire un différé, on va payer que les intérêts et l'assurance, donc peut-être une 50aine d'euros d'assurance, hein, après suivant les profils aussi, hein, l'assurance de prêt, hein, on entend bien. Et après les intérêts, si vous voulez, vont augmenter au fur et à mesure des déblocages de fonds. Une fois que tous les fonds seront débloqués, on est entre 150 et 200 € d'intérêt par mois pour un crédit qui serait d'à peu près 1 000 €. Hein, bon, voilà, pour vous donner une idée en fait. Hein. Mais forcément, le client il est au courant petit à petit du maximum en tout cas qui pourra être prélevé quand tous les travaux seront terminés. Oui. C'est pour ça qu'on propose de faire un différé parce que ça peut être très lourd de supporter le crédit tout de suite en fait. On a une question sur les possibilités de modification, de déplacer une cloison. Donc ça dépend de l'avancée des travaux en fait, hein, tout simplement. Si les cloisons sont déjà montées, en fait, il y a un calendrier à respecter jusqu'à une date en fait sur lequel le promoteur accepte effectivement de recevoir des TMA, des travaux modificatifs. Passé ce délai-là, ce n'est plus possible. Donc là, on est très clairement, comme je l'ai dit au début de la réunion, sur une livraison de fin 2023. Donc, je ne pense pas qu'il soit possible de faire des modifications puisque les travaux sont certainement pas mal avancés. Donc, un promoteur ne va pas démonter pour refaire. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a des délais à respecter pour ces travaux modificatifs. On a une question, quel type de choses on peut demander une modification? Ça dépend en fait, on peut effectivement demander qu'une cloison ne soit pas montée pour récupérer l'espace d'une chambre et qu'elle soit accolée à la pièce de vie. Je ne sais pas, peut-être vous avez plus... Ouais, après ça peut être de dire, nous on veut gagner un peu de place, voilà. Si les WC sont dans la salle de bain, c'est pas très grave, on voudrait casser la cloison qui est entre le WC et la salle de bain, ça arrive, hein. Il y en a qui préfèrent, bon... la cloison du salon, elle est un peu trop, elle coupe un peu la chambre. Moi, je préfère raccourcir le salon et que ma chambre soit plus grande. Enfin bon, voilà, il y a plein de demandes. Évidemment, là, 6 mois avant la livraison, vous, vous doutez que c'est plus possible. Hein, les placos sont déjà construits entre guillemets. Donc, mais oui, après, c'est le type de demande qui peut être faite hein, quand c'est pris à temps, évidemment. Hein. Oui. Parfait. Bon, je pense qu'on a largement débordé sur notre temps imparti. Ah. Normalement, on est censé finir à 10h, mais c'est bien, c'est qu'on a eu des questions, on a eu des personnes intéressées par notre sujet et tant mieux, c'est le but aussi de ces réunions. On va s'en arrêter là du coup pour aujourd'hui. Merci en tout cas Christophe d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour tous ces conseils. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Au revoir tout le monde. Bonne journée et bonne vente. Merci Christophe, à bientôt. Au revoir.